Rebonjour à toutes et à tous pour cette partie 3 de la vidéo Démographie, comment évolue-t-elle? Comme annoncé, cette partie 3 est destinée à ceux qui souhaitent approfondir certaines notions abordées dans les parties 1 ou 2. Allez, on s'y jette. J'irai volontairement assez vite dans cette séquence, plutôt dédiée à des passionnés, sachant que vous pouvez à chaque instant en arrêter le défilement. Vous trouverez successivement des renseignements sur la formalisation des équations proposées dans la vidéo numéro 1 afin de permettre de généraliser le cas des mésanges à la population humaine, les principes relatifs à la matrice de Leslie, les pistes pour passer d'un raisonnement en termes de survie à un raisonnement en termes de mortalité, et enfin le lien entre fertilité des cohortes et fertilité totale. Bien entendu, la vidéo numéro 1 doit avoir été vue préalablement, même si je vais rappeler certaines données. Dans la vidéo numéro 1, nous avons expliqué l'évolution de la démographie, de la pyramide des âges et de la population totale à partir de l'exemple des mésanges charbonnières, espèce qui ne comporte que 6 cohortes. Nous allons maintenant chercher à généraliser. Nous repartirons de cet exemple numérique dont je rappelle les données. L'histogramme du haut représente la population initiale avec son tableau de valeurs. Et l'histogramme du bas, les fertilités par cohorte, également avec l'exemple numérique rapporté dans le tableau associé. De façon plus générale, nous notons les différentes populations des classes I de l'année J, P de I et J, et les différentes fertilités F de I et J. Nous avons déjà calculé le total des naissances comme la somme des contributions des cohortes reproductrices représentées par les barres de l'histogramme du bas. Nous avons aussi défini les taux de survie SIJ, ce qui nous a permis de calculer l'histogramme de droite à partir des formules ci-dessous que je ne vais pas énoncer totalement. Et nous avons obtenu la population de l'année 2, par exemple 25 pour P3A2, cohorte des 2-3 ans par exemple. L'ensemble de l'exemple numérique des mésanges pouvait donc se résumer par ces 4 colonnes, population, fertilité, survie, population finale. Et vous vous souvenez que nous avons choisi évidemment un jeu de données qui maintient parfaitement stable la population de mésanges charbonnières, la mortalité en rouge équilibre parfaitement les naissances en bleu, mais il n'en est pas toujours ainsi dans la vraie vie. Tout se résume donc par les formules ci-dessous qu'il convient de généraliser pour les naissances et pour les survies. Commençons par les naissances. Cette équation dit que la population de la première cohorte de l'année J plus 1, autrement dit les nouveau-nés de l'année J, est égale à la somme des cohortes I du produit des fertilités des cohortes I de l'année J par la population des cohortes I de l'année J. Pour les humains d'espérance de vie potentielle de 100 ans, I va varier typiquement de 1 à 100. Côté survie, l'équation dit que la population des cohortes I plus 1 de l'année J plus 1 est égale au produit des survies des cohortes I de l'année J par la population des cohortes I de l'année J. À nouveau, pour la population humaine, I va varier de 1 à 100. Ces équations, combinaisons linéaires, peuvent être écrites sous forme matricielle. C'est la matrice de Leslie. En revenant un instant à nos mésanges, nous pouvons réécrire une forme un peu plus développée pour les années A1 et A2. Cette forme nous suggère l'écriture matricielle. La matrice va transformer le vecteur PI-A1 en vecteur PI-A2. Ce que nous pouvons réécrire sous forme matricielle traditionnelle avec les deux vecteurs P qui apparaissent bien. La première ligne de la matrice représente les fertilités. La pseudo-diagonale représente les survies. Cet exemple est en 6 par 6. La matrice carrée est non diagonalisable. Pour l'espèce humaine, 110 ans de durée de vie,
la matrice carrée a une dimension de 110 par 110 avec des zéros partout, sauf sur la première ligne et sur la pseudo-diagonale. Évidemment, vous pouvez dorénavant itérer sur les années en changeant, si nécessaire, les coefficients de fertilité et de survie d'une année sur l'autre. Pour ce qui est des grands principes, nous voici au bout de nos peines. Il nous reste cependant à regarder comment aborder la programmation et préciser certaines définitions, en particulier des mortalités et des fertilités, avant de nous amuser à faire varier survie ou mortalité et fertilité dans la partie 2. Ce calcul matriciel en 100 par 100 ou 120 par 120 serait bien trop fastidieux pour nous. Mais c'est un jeu d'enfant pour un ordinateur, moyennant d'écrire quelques lignes de code informatique, faire quelques très nombreuses boucles de calcul qui se résument à des multiplications et des additions nombreuses dans le bon ordre si possible. Si la matrice de Leslie est particulièrement élégante pour les matheux, en pratique, elle ne nous aide pas beaucoup du point de vue informatique, nous conduisant à faire calculer par l'ordinateur une quantité astronomique de multiplication par zéro, notamment pour le calcul des survies, notamment pour une matrice de 100 par 100. Il est plus habile de revenir à nos équations condensées, de stocker les vecteurs des fertilités f de i, autant de vecteurs fertilité que d'années à explorer, donc de stocker un tableau FIJ. Et d'autre part, de stocker les vecteurs survie SI, autant de vecteurs survie que d'années à explorer, donc de stocker un tableau SIJ. Pour calculer la population de la cohorte 1, le produit matriciel du vecteur fertilité par le vecteur population s'impose. Pour le calcul des populations des autres cohortes, un simple produit terme à terme est suffisant. Quelques éléments pour la mise en musique informatique. La boucle extérieure est la boucle d'itération sur les années, depuis la première année à calculer, l'année 2, jusqu'à l'année finale souhaitée, jusqu'à année max. La première boucle intérieure représente le calcul du nombre de naissances durant l'année connue, cumulé sur toutes les cohortes, en particulier les cohortes reproductrices. La contribution de chaque cohorte à la reproduction est sommée dans P1 année, c'est donc le produit matriciel. La seconde boucle intérieure représente le calcul des populations pour les cohortes d'indice supérieurs à 1 par simple multiplication terme à terme, survie par population. Nous allons maintenant voir la relation entre survie et mortalité. Le plus simple pour établir ces relations est de repartir de l'exemple de notre population de mésanges. Nous généraliserons le raisonnement pour les amoureux du formalisme. Nous retrouvons dans le tableau les valeurs numériques de la population initiale PIJ, des survies SIJ, des naissances en jaune et des survivants l'année suivante. Il y a plusieurs façons d'appréhender la question de la mortalité. La première est le taux de mortalité de la population totale, à savoir le rapport entre le nombre de décès dans l'année et la population totale au début de cette même année. La seconde question est de savoir quel est le taux de mortalité d'une cohorte, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de morts durant une année et le nombre d'individus de la cohorte en début d'année. La troisième question est de savoir quelle est la probabilité de mourir depuis la naissance jusqu'à un âge donné, c'est-à-dire le taux de mortalité cumulé. Évidemment, le taux de mortalité de la cohorte I est égal à 1 moins le taux de survie de cette même cohorte I. Ceux qui sont morts n'ont pas survécu, c'est une évidence. Non moins évident, le nombre de morts dans une cohorte est égal à la population de la cohorte que multiplie son taux de mortalité spécifique. Par sommation du nombre de décès dans l'année et dans les différentes cohortes, 100 dans l'exemple fourni, rapporté à la population initiale, ici 180, on obtient le taux de mortalité de l'année pour la population totale.
Parfois, on connaît ou on veut connaître les survies ou les mortalités cumulées depuis la naissance jusqu'à un certain âge et passer d'une grandeur à une autre. Les survies cumulées sont égales au produit des survies des âges précédents par la survie de l'âge visé. Par exemple, la survie cumulée jusqu'à la cohorte 2 à 3 ans est égale à 0,4 que multiplie 0,625 que multiplie 0,4, soit au final 0,1. Les mortalités cumulées, MC de IJ, sont égales à 1 moins les survies cumulées, SCIJ, pour chaque cohorte. Et donc, si on veut absolument mettre du formalisme, on peut écrire l'équation suivante qui fait apparaître le symbole du produit bien connu des matheux. Fertilité, fécondité, indicateur conjoncturel de fécondité, que signifient ces termes? Le terme fertilité est plutôt une traduction d'anglo-saxon et du vocable onusien qui fait référence pour moi. Fécondité est plutôt le vocable de l'INSEE et de l'INED. Je maintiens néanmoins mon vocable de fertilité plus universel. Ils sont tous d'accord pour distinguer, d'une part, les fertilités par cohorte, que l'ONU appelle le taux de fertilité par âge, que l'INED appelle le taux de fécondité par âge et l'INSEE semble appeler les naissances réduites. Et d'autre part, la fertilité totale, qui pour tout le monde est bien la somme de l'ensemble des fertilités par cohorte, nos FIJ. L'INSEE et l'INED appellent cela l'indicateur conjoncturel de fécondité ou somme des naissances réduites. Peu importe le vocabulaire, l'important est d'être tous d'accord que la fertilité totale est la somme de toutes les fertilités des cohortes d'une année donnée. Cet indicateur représente le nombre d'enfants qu'en moyenne une femme aurait au cours de sa vie si toutes les fertilités des cohortes constatées une année restaient inchangées au cours de sa vie. Par exemple, pour notre mésange moyenne, elle pourra amener à l'envol 1,1 nouveau-né femelle durant sa seconde année, 1,44 durant sa troisième année, 1,5 durant sa quatrième année, un nouveau-né durant sa cinquième et dernière année. Au total, notre mésange moyenne aura donné naissance à 5,04 femelles et autant de mâles durant sa vie. La fertilité totale de la mésange est donc de 5,04 femelles. Heureusement, car la mortalité infantile est énorme. Ce mode de calcul et de présentation de la réalité ne devient contestable que si la distribution des probabilités d'avoir un enfant dans les différentes cohortes venait à changer drastiquement au cours de sa vie, ce qui est rarement le cas. Merci d'avoir suivi cette partie plus technique et vous pouvez maintenant retourner sur les parties 1 et 2 si nécessaire. Vous trouverez aussi d'autres explications dans mon livre « Démographie, l'impasse évolutive ». À bientôt.